Ok, alors, mais justement, comment on va faire maintenant pour finalement étudier cet environnement? Est-ce qu'on a des outils qui nous permettent d'étudier tout ça? Alors le principal outil, il est très connu, il est assez célèbre et vraiment beaucoup utilisé en termes de macro-environnement, on l'a même déjà évoqué, ça s'appelle le PESTEL. Alors c'est quoi le PESTEL? Et même avant d'aller vous dire ce que c'est le PESTEL, je vais vous dire quel est le but du PESTEL. Donc, une entreprise se rend compte qu'il y a différents facteurs d'influence. Et donc du coup l'idée c'est de trouver là-dedans quelles peuvent être les opportunités ou éventuellement les menaces qui vont s'en venir. Michael, tu évoquais tout à l'heure donc une nouvelle loi qui pourra arriver. Alors ça pourrait être une nouvelle loi, je ne sais pas s'il y a une augmentation du taux de la TVA, je dis n'importe quoi, c'est Oui, arrivé il y a quelques années en arrière en France, on était à 19,6, tout on est à passé à fait. 20%, ça a un impact qui est fort là, sur le monde économique de l'entreprise, il faut se rendre compte de ce que l'on parle. Donc du coup, ça va pouvoir peut-être nous permettre d'anticiper ce qui va se passer, de prévenir nos clients suffisamment à l'avance, de faire des coûts commerciaux par rapport à ça, bah tiens, moi je ne vais pas augmenter la TVA par exemple pour mes clients la première année, je dis n'importe quoi. Donc c'est toute la stratégie en fait qui va se passer. Donc quel est le but en fait d'avoir ces études-là et notamment dans le Pestel? C'est vraiment de surveiller son environnement, d'avoir quelque chose comme une loupe sur ce qui se passe tout autour et de pouvoir anticiper les choses. Ça c'est vraiment le but. Maintenant, c'est quoi au fond le Pestel? Alors, il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, que Pestel, donc Pestel, c'est ça, hein. Exactement, Il me P-E-S-T-E-L, semble que P, ça va être pour politique, E pour économique. l'économie, effectivement, le S pour la sociologie, enfin, toute la partie sociale enfin, des environnements, enfin, on va dire des personnes. Tout à fait. Technologique, aujourd'hui, c'est un point tout à fait important. De toute manière, on va revenir sur de manière détaillée. Et puis le dernier E, écologique. Ah non, j'en ai oublié un. J'ai oublié le L. Il me semble le L pour légal. Et oui, puisque nous avons aussi la partie légale qui est vraiment importante, et notamment dans des pays comme la Alors, France. ce qui se passe, en fait, le légal, c'est vrai qu'on a tendance, au fond, à l'oublier, mais c'est presque naturel, parce que quand on parle de politique, on Oui, parle de tout à fait. légal. On associe, en fait, très souvent, dans le pastel, le politique avec le légal. Pourquoi? Parce qu'en France, comme dans la plupart des grands pays, ce sont les hommes politiques, les femmes politiques, le monde politique qui créent les lois. Nous, en France, ça se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ils font des lois qui vont avoir un impact sur l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on associe en fait très régulièrement le politique au légal. Donc, si je résume, donc maintenant, si on fait de manière détaillée, au niveau politique, alors, qu'est-ce qu'on met dedans, finalement? Ça va être tout ce qui va être attaché à la fiscalité ou par rapport à des lois sur les entreprises, sur les sociétés qui vont pouvoir impacter en fait directement l'entreprise dans laquelle on est. Et effectivement, tout à l'heure, je parlais par exemple sur la TVA, qui est donc qui sera plus économique, mais qui peut venir d'une décision légale par rapport au monde politique. Et du coup, il faut se rendre compte en fait là-dessus, et c'est ça un peu aussi le pestel à comprendre, c'est que on n'a pas forcément la main sur ce qui se passe dans ces satellites autour de notre planète entreprise. Et donc, du coup, on n'a pas forcément la main, on n'a pas forcément la décision, en fait, de ce qui peut se passer. Donc, par exemple, si l'État décide d'augmenter le taux de TVA, comme je le disais en exemple, nous, on va, entre guillemets, subir ce Oui, qui se passe. tout à fait. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il va falloir se servir de ça pour s'adapter, pour continuer d'exister et avoir des nouvelles stratégies par rapport à tout ça. Donc du coup, le politique, c'est vraiment, vraiment la partie loi des choses, enfin la partie loi et la partie, comment je dirais, les décisions politiques sur les différents thèmes qui peuvent toucher à l'entreprise, et donc du coup qui vont avoir directement une influence. Mais ça peut être aussi, je parlais par exemple de la TVA, mais ça peut être une décision sur l'environnement où on l'a aussi dans le pestel, dans ce qui est Alors, écologique, qui va pouvoir impacter. effectivement, moi, quand je pense politique aussi, je pense de manière plus globale aussi. On pourrait réfléchir à aujourd'hui, ce qu'est un pays comme la France ou l'Europe, puisque effectivement, au niveau politique, maintenant, Tout à fait. on fait partie de l'Europe depuis quelque temps. Quand on voit certains pays qui sont beaucoup plus fermés sur eux-mêmes et qui vont limiter les imports et les exports, ça fait aussi partie des choses. Complètement. Notamment aussi, finalement, au niveau politique, on pourrait dire que tout notre secteur de la santé, tous les secteurs privés, publics, qu'on va pas peut-être se retrouver dans certains pays,
pays et qui vont influencer finalement toutes les entreprises. On l'a vu récemment aussi avec la privatisation de certaines grosses entreprises qui sont devenues finalement maintenant privées. Mais bon, effectivement, on pourrait parler pendant un moment de tout ça. Je propose maintenant qu'on parle justement d'économie. Alors, qu'est-ce qu'on peut finalement mettre au niveau économique Là, on est plutôt lié sur les grandes tendances, en fait, les grandes tendances économiques et les grandes tendances du marché. Donc, du coup, est-ce qu'on est dans un pays où il y a croissance? Est-ce qu'on est plutôt en récession? Remontons quelques années en arrière. Si on se remet en 2005, 2006, 2007, on est sur des phases de croissance qui sont intéressantes. Et puis vient le fameux crack, en fait, aux États-Unis avec la crise des subprimes. Et du coup, on se retrouve en 2008-2009 à avoir une récession qui est terrible et qui va durer presque pendant 10 ans. Donc du coup, on se rend bien compte que sur un plan économique, suivant où on est dans les marchés, suivant comment ça se passe sur les places financières, les places boursières, ça va avoir un fort impact sur l'activité, au fond, naturelle de l'entreprise. Alors, on va regarder ça encore une fois au global. Parce qu'il y a peut-être des entreprises, des petites entreprises qui, pendant des temps de récession, vont faire énormément de business et ça va être très porteur. Mais on va dire que globalement, ça peut avoir un impact fort sur l'offre et la demande. Et donc, du coup, s'il y a moins de demande, du coup, l'offre va souffrir. Le taux de chômage va s'en ressentir. Les entreprises auront plus de difficultés. Du coup, tout ça va modifier considérablement, en fait, le macro-environnement économique. Donc, suivant où on est, à quelle période on parle de ce qui se passe dans notre plan économique, ça aura beaucoup d'influence effectivement sur l'entreprise. Et pourquoi je rajoutais juste cette chose? Notamment par rapport à notre relation avec les banques. Vous savez bien que les entreprises ont besoin, si vous voulez, des banques pour pouvoir investir, pour pouvoir acheter, pour pouvoir avoir financé tout un tas de projets. Là. Exactement, on reparlera des projets d'ailleurs à un autre moment. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur un plan économique. Est-ce que les taux d'intérêt seront hauts? Est-ce qu'ils seront bas? Est-ce qu'on pourra emprunter facilement? Pas facilement? Ça va avoir un vrai impact sur les entreprises là. D'accord. Oui, effectivement, c'est vrai que l'économie nous entoure au quotidien, même que ce soit dans notre vie finalement personnelle aussi. Justement, bonne transition, en parlant de vie personnelle, maintenant on va passer au socio-culturel. Donc le socio-culturel, il me semble que c'est justement un petit peu les habitudes de consommation, les mœurs, enfin tout ça au niveau de l'environnement. Ça va être tout un tas de choses, là, Michael, qu'il va y avoir en fait sur le socio-culturel. Et pour bien comprendre, effectivement, et tu as tout à fait raison, ça va être rapproché aux habitudes des gens, en fait, au quotidien. Mais leur habitude de consommation, c'est une chose, mais aussi leurs habitudes, j'ai envie de dire, de ce qu'ils font dans la vie quotidiennement. Prenons un cas assez précis. Par exemple, les réseaux sociaux. Il y a quelques années en arrière, personne n'avait de réseaux sociaux. On ne connaissait pas Facebook, LinkedIn, Instagram, toutes ces choses-là, personne ne connaissait. Donc du coup, c'est arrivé dans le monde, si vous voulez, classique de tous les jours, de votre quotidien. Je suis sûr que vous êtes aussi régulièrement sur votre téléphone portable, vous prenez les réseaux sociaux, vous regardez Facebook, etc. Ça, en termes de socio-culturel, ça va avoir un fort impact. On va effectivement se rendre compte de ce qui va se passer là-dedans. Et on va étudier tout ça parce qu'on va s'apercevoir que grâce ou à cause de ça, le comportement des gens va changer. Le comportement de consommation, les habitudes au fond de consommation, où je vais acheter mes affaires. Il y a quelques années en arrière... Oui, il n'y avait pas Internet, effectivement. Pas Internet, donc du coup on allait dans les magasins. Quoi. On parle beaucoup d'Internet, puisque effectivement il y a eu les influences... ça nous a influencé aussi nous-mêmes, Internet, et du coup, ça change nos habitudes d'achat. Effectivement, ce qui va être vraiment important, du coup, pour les entreprises, ça va être de détecter finalement un petit peu comment le comportement des personnes va changer. Est-ce qu'on pourrait aussi parler brièvement de Maslow, qui pourrait être... lié un petit peu aux facteurs socio-culturels. Donc on reviendra dessus, mais si on peut rapidement parler de Maslow, la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, je vous invite aussi parfois, là, quand on a des termes comme ça ou des choses que vous n'arrivez pas à suivre, n'hésitez pas à aller sur Google, n'hésitez pas à aller aussi regarder ce qui se passe. La pyramide de Maslow, qui est une pyramide en 5 niveaux, en fait, qui est
Maslow a réfléchi sur, au fond, quels étaient les besoins de l'être humain, et il a mis différentes valeurs à ces besoins. Le premier, alors pour faire vite, on va aller assez vite, mais le premier niveau, c'est tout simplement un niveau, entre guillemets, de survie, où de quoi l'être humain a besoin. L'être humain a besoin de respirer, de manger, de boire, et d'ailleurs de dormir aussi. Donc du coup, s'il n'a pas ça, il ne peut pas vivre en fait, là, l'être humain. Oui, donc niveau de base, qu'on appelle les besoins physiologiques chez Maslow, niveau de base. Nous en France, on est OK là avec ça, tout le monde a à peu près ça facilement. Le deuxième niveau, et en fait Maslow considère que pour passer au niveau supérieur, il faut avoir atteint le premier niveau. Oui, il faut toujours effectivement pouvoir, toujours valider le premier niveau pour pouvoir passer au niveau supérieur. Exactement. Parce qu'effectivement, au bout de la pyramide de Maslow, dans certains niveaux de la pyramide de Maslow, il y a l'appartenance à des groupes. Donc effectivement, les réseaux sociaux en fait partie. Enfin bon. Ok, très bien. Donc juste, si tu veux bien, pour faire vite, deuxième niveau, la sécurité, avoir un toit, pouvoir être tranquille en sécurité. Troisième niveau, c'est là où les réseaux sociaux vont rentrer. Donc du coup, c'est le niveau d'appartenance. On a envie d'être dans un groupe, on a envie de faire partie d'un groupe, une famille, un club. Je sais pas, moi, à titre personnel, je joue au foot, je suis dans un club de foot. Et du coup, ça fait partie effectivement de mon appartenance. Et puis, dans l'appartenance, vous avez ensuite le quatrième niveau, qui est déjà un peu plus dur à atteindre, où on a envie de s'affirmer en fait dans ce groupe. Tout à l'heure, on parlait des hommes et des femmes politiques. Par exemple, quand il va y avoir personne qui va, surtout en cette année 2020, on va avoir les élections municipales notamment, le maire ou les maires vont être des gens qui vont venir dans le quatrième niveau pour pouvoir s'affirmer dans leur groupe. Et puis enfin, dernier niveau qui est beaucoup plus difficile à accomplir, qui est juste sur justement l'accomplissement personnel et de se poser la question au fond, tiens, qu'est-ce que je fais sur cette terre, de quoi j'ai vraiment envie, on atteint d'autres niveaux. D'accord, très bien. Donc effectivement, ce qu'il faut retenir encore une fois de cet environnement socio-culturel, c'est que les entreprises vont essayer de détecter finalement ces évolutions. Il y a beaucoup d'entreprises qui justement essaient de monter des clubs à travers leurs entreprises. On peut penser à plusieurs exemples. Est-ce que tu as des exemples, toi, en tête d'entreprises qui vont justement travailler sur cette appartenance à un groupe? Alors, on peut penser aux cartes de fidélité, où finalement, il me semble que des entreprises comme Sephora, qui sont très bons, et qui font ça souvent en fidélisation client, qui vont créer une carte argent, gold, black, justement pour essayer de vous faire appartenir à un groupe. Exactement. Et si finalement, c'est du marketing, parce qu'on s'intéresse à la partie socio-culturelle. Maintenant, on parlait tout à l'heure d'Internet, l'environnement finalement technologique qui est hyper important aujourd'hui. On parle d'Internet, mais il va y avoir maintenant l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver. On est en train d'augmenter aussi les réseaux Internet avec la 4G, 5G, tout ça. Qu'est-ce qu'on met finalement dans cet environnement technologique ? Ça, c'est vraiment un des points hyper importants aujourd'hui là, dans le Pestel, c'est un truc de fou là. Pourquoi c'est très important et pourquoi c'est très impactant en fait ? Notamment parce que ça va très très vite. On avait l'habitude, si vous voulez, dans les années 30, les années 40, les années 50, où les choses prenaient du temps pour se créer, pour se réaliser, le développement de l'industrie, etc. Ça prenait du temps. Aujourd'hui, ça va très 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 vite. On n'a pas fini une technologie qu'on en attaque une autre. Comme tu le disais, on était sur la 4G, on parle de la 5G, il y en a même qui parlent de la 6G maintenant. Donc en fait, ça va à une allure complètement folle. Et les entreprises sont obligées, si vous voulez, de suivre ce qui se passe. Alors, parce qu'elles sont obligées de suivre, pourquoi ? Parce que leurs concurrents vont peut-être prendre la dernière technologie en place et du coup, on ne peut pas se permettre de rester derrière. Alors c'est un peu une course folle, mais on va s'apercevoir effectivement qu'il y a aussi de plus en plus de facilité là-dedans. Tu en parlais notamment avec l'intelligence artificielle, donc du coup, où il va y avoir des choses qui, au fond, que l'être humain n'aura plus à faire et les robots vont prendre le dessus. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Aujourd'hui, si vous voulez, sur Instagram, la plupart des gens qui ont des comptes Instagram un peu importants, des entreprises, je parle d'entreprises, ce sont tous des petits robots qui gèrent leur compte Instagram, par exemple, pour faire leurs publications, pour aller chercher de nouveaux followers, donc de nouveaux suiveurs, etc. etc. Donc du coup, l'environnement technologique, aujourd'hui, est ultra rapide, de plus en plus complexe aussi, il faut le dire, parce que les nouvelles technologies sont vraiment impressionnantes, et puis ça touche toutes les couches de la société, en fait. On parle de réseaux sociaux, c'est vrai, mais
en fait, vous allez prendre une industrie. Je sais pas, prenons une usine qui fabrique des pinces, par exemple, pour l'industrie automobile. Je dis n'importe quoi. On se rend bien compte que l'utilisation de la technologie grandissante va amener à des améliorations de performance très importantes en termes de rendement, en termes de rapidité, en termes d'économie. Donc du coup, forcément, cet environnement technologique est de plus en plus marquant et toutes les entreprises sont intéressées en fait par ça. Et les grosses entreprises, hein, quand on parle de Google ou de Facebook, sont en train de développer de l'intelligence artificielle justement pour avoir la main mise entre guillemets sur le développement technologique des futures décennies en fait. Oui, effectivement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut faire hyper attention à la technologie. On ne va pas citer d'exemple tout de suite, on y reviendra dans d'autres cours plus tournés autour du marketing, mais on peut penser aussi à des entreprises comme Kodak qui n'ont pas vu le numérique arriver et qui aujourd'hui n'existent quasiment plus ou plus à la taille à laquelle ils avaient pu exister précédemment. À l'inverse de la technologie, enfin tout du moins la technologie peut être au service de l'écologie, donc l'environnement écologique, hyper aussi important. Enfin, de toute façon, l'ensemble de ces environnements est important, mais c'est vrai que l'écologie, c'est un point sur lequel on parle de plus en plus. Du coup, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans ? Au final, qu'est-ce que c'est l'écologie ? Pourquoi on a mis dans Pestel l'écologie ? Alors l'écologie, donc, qui touche à l'environnement, ne serait-ce que de dire écologie ou environnement aujourd'hui en 2020, on se rend bien compte de l'importance et de l'impact quand on voit tout ce qui se passe et depuis des années où on parle de réchauffement climatique, etc. De plus en plus en fait de gens se disent on doit faire attention. Et donc faire attention à quoi ? Eh ben, faire attention à nos habitudes de consommation. Et donc les entreprises de plus en plus aussi, parce que la masse demande faire attention, entre guillemets, environnement, écologie, donc les entreprises naturellement en fait viennent elles aussi faire attention. Et c'est très parlant aujourd'hui parce qu'on se rend bien compte, prenons un exemple. Le bio dans les hypermarchés. Oui. Par exemple, dans les hypermarchés, il y a quelques années en arrière, vous trouvez rien qui était bio. Ou quasiment rien, ou très peu. Aujourd'hui, vous rentrez dans un hypermarché, la première chose qu'on vous vend... Oui, effectivement, c'est le bio, parce que les pesticides, tout ça, plus personne n'en veut. Enfin bon, il y a aussi le côté, on parlait socioculturel, mais c'est aussi un peu le côté où les gens font beaucoup plus attention à eux-mêmes aussi, que les entreprises ont détecté, et du coup ont tourné à la fois sur le côté écologique et finalement socioculturel. Et c'est vrai que du coup, les entreprises profitent parfois de ces opportunités finalement de marché et d'environnement. Ce que tu viens de dire, si je peux rebondir, Michael, est quelque chose de hyper important. Les entreprises profitent effectivement de ça. C'est-à-dire que le Pestel, pour regrouper les choses au global, on l'a vu, ça peut être des menaces parfois, mais ça peut être aussi des opportunités. Et donc, du coup, on sait qu'il y a tout un tas d'entreprises qui surfent justement sur cette vague environnementale, écologique, pour faire du business supplémentaire. En France, on a un exemple qui est quand même assez parlant et assez drôle, pour le mentionner ici, c'est McDonald's. McDonald's, donc vous voyez, c'est pas le truc le plus écologique qui soit là au départ, avec notre grand logo M comme ça en jaune. McDonald's en France est le seul dans le monde à avoir passé tout son marketing en vert. Oui, c'est vrai que... Ils sont plus rouges et jaunes. J'avais entendu parler effectivement de ce sujet-là, où effectivement... D'ailleurs, aujourd'hui, McDonald's en France est l'un des marchés qui fonctionne le mieux, je crois, pour McDonald's, même mieux que le marché américain, puisqu'il y a beaucoup plus de concurrents. Pour finir, du coup, on a la partie légale, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Donc la partie légale, finalement, ça va être toutes les lois. Si on a des exemples en tête, moi j'ai un exemple justement lié un petit peu finalement à l'écologie, où on a finalement dans le secteur automobile, où on va mettre beaucoup plus de restrictions au niveau légal, déjà au niveau de la circulation, comme des villes comme Paris, et puis finalement il y a beaucoup de taxes, donc ça c'est un peu un mélange entre politique
et légal, mais finalement la finalité c'est du légal, où on va avoir des taxes de plus en plus importantes sur les véhicules qui consomment beaucoup plus d'énergie. Donc effectivement les entreprises vont devoir faire attention à cette partie légale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette partie finalement légale ? Alors en fait la partie légale c'est très drôle là, parce que tu as pris un excellent exemple qui sont effectivement notamment sur la pollution dans les grandes villes, où on a vu avec les constructeurs automobiles qui de plus en plus passent sur de l'électrique, ou qui ont cherché à réduire leurs émissions de CO2, etc. dans les voitures. On a vu que c'était pas toujours très clean il y a quelques années en arrière, avec quelques exemples célèbres. Mais en fait, ce qui se passe aussi, et c'est un point important qu'on doit aborder sur le politique et le légal, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, les entreprises n'ont pas la main donc, sur tout ce qui est environnemental, économique, technologique, légal, politique. Et dans le légal, en fait, les entreprises essaient fortement de prendre la main, notamment par ce qu'on appelle les lobbies, en fait, et notamment pour l'automobile, c'est très important, où on essaye de parfois freiner les lois. On essaye de ne pas faire sortir les lois telles qu'elles étaient prévues, mais quoi qu'il arrive, là, on se rend bien compte que l'environnement socio-culturel, écologique aujourd'hui est tellement fort que la masse demande tellement ça que les entreprises aujourd'hui lâchent du lest au fond sur les plans légaux, parce qu'elles en viennent, tous les constructeurs automobiles aujourd'hui font des voitures électriques, et on sait que dans les 5, 10, 15 ans à venir, la grande majorité de la population roulera à l'électrique, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et ça vient effectivement de mouvements de fond, donc de ce macro-environnement, encore une fois, de ce changement socio-culturel, ce changement de pensée, et qui font que toutes les entreprises sont obligées d'en tenir compte pour pouvoir évoluer. Demain, une entreprise qui ferait plus que des voitures diesel ou essence, ça serait quasiment impensable. Ça serait quasiment impensable. Bon, très bien. Et je crois qu'on a fait le tour de notre partie, de notre pestel. Donc on a vu finalement un petit peu rapidement dans quel but. On a dit que finalement les entreprises devaient détecter un petit peu ces opportunités et ces menaces. Je parle d'opportunités et de menaces. On va parler de SWOT aussi à un moment donné, pour justement un autre outil pour analyser quelles décisions les entreprises doivent prendre. Maintenant, justement, dans ce chapitre micro-environnement, on va peut-être aller voir un petit peu comment ces entreprises travaillent pour analyser sur cette partie-là. Donc, maintenant, on va passer du coup au micro-environnement.